Ouakam, un vieux quartier vivant de Dakar, où les enfants courent entre les étals de mangue, les femmes vendent du poisson séché devant les maisons, et les vieux jouent aux dames sous les manguiers. L'école primaire Cheikh Anta Diop, en bordure du quartier, accueillait chaque jour une centaine d'enfants venus de toutes les ruelles environnantes. À midi pile, le portail rouillé s'ouvrait dans un grincement, et les cris joyeux des enfants s'éparpillaient comme une volée d'oiseaux. Mais depuis quelques semaines, une rumeur étrange circulait dans les rues sableuses. Des enfants disparaissaient, pas dans la nuit, comme dans les histoires classiques. Non, en plein jour, juste après l'école. D'abord un petit garçon du CE1, puis 2 sœurs du CM2. Les gens parlaient de fugue, d'enlèvement, de maraboutage. Et toujours, une silhouette semblait revenir dans les murmures. Un homme que personne ne connaissait vraiment, mais que plusieurs enfants disaient avoir vu près de l'école. On l'appelait le vieux au sac de jute. Grand, mince, le visage caché sous un chapeau sale, il rôdait souvent près de la vieille école abandonnée non loin de l'établissement. Il ne parlait pas, il souriait. Un sourire figé, presque dessiné. Mais surtout, il distribuait des bonbons. Des bonbons enveloppés dans des papiers brillants, rouges, bleus, verts. Ceux qui les prenaient racontaient qu'ils avaient un goût étrange, un peu amer, et ceux qui les mangeaient ne rentraient pas chez eux. Parmi les enfants du quartier, il y avait un garçon vif de 12 ans, Ismaïla, un élève curieux, russé, avec une grande cicatrice au-dessus de l'œil gauche. Il vivait seul avec sa mère, une vendeuse de beignets, et il observait tout. Il avait remarqué l'homme plusieurs fois, toujours posté à la sortie de l'école, toujours silencieux. Ismaïla avait même vu une petite élève croquer un de ses bonbons, puis partir dans une ruelle avant de disparaître. Depuis ce jour, il n'en dormait plus. Du côté des adultes, un seul semblait prendre ses histoires au sérieux, Monsieur Ndiaye, un jeune instituteur revenu de France pour enseigner à Ouakam. Il n'avait pas d'enfant lui-même, mais il veillait sur ses élèves comme sur ses propres frères et sœurs. C'est lui qui avait noté que les disparitions suivaient une étrange logique. Toujours des enfants qui marchaient seuls, toujours aux mêmes heures, et toujours dans le même secteur. Un soir, alors que la nuit tombait sur Ouakam et que l'appel à la prière résonnait dans l'air moite, Ismaïla décida d'en parler à Monsieur Ndiaye. Il savait que les autres adultes ne le croiraient pas, mais il avait vu quelque chose qu'il n'arrivait pas à oublier. Une souris minuscule, au pelage gris-bleu, avec un petit bracelet en plastique encore accroché à sa patte. C'était le même bracelet que portait Aïcha, une fille de sa classe disparue 3 jours plus tôt. Et ce soir-là, une certitude étrange naquit dans son cœur d'enfant. Ce n'était pas des enlèvements, pas des fugues, c'était bien pire. Quelqu'un transformait les enfants en souris. Le lendemain matin, Ismaïla arriva à l'école avec les yeux cernés, mais une détermination inhabituelle dans le regard. Il avait longuement parlé avec Monsieur Ndiaye la veille. L'enseignant n'avait pas ri. Il n'avait pas non plus traité Ismaïla de rêveur. Au contraire, il avait écouté, noté les moindres détails, et lui avait dit « Continue d'observer. Moi aussi, je vais chercher. Mais fais attention. Ne t'approche pas de lui. » Dans la cour de récréation, la rumeur des bonbons étranges circulait de plus en plus fort. Plusieurs enfants disaient avoir vu des souris bizarres près de l'école, surtout vers la vieille école abandonnée, derrière laquelle les hautes herbes cachaient un terrain vague. Une élève du CE2, Mariam, affirma même en chuchotant avoir vu une souris la regarder droit dans les cieux, avant de s'enfuir à toute vitesse. Ce qui était troublant, c'est que les enfants disparaissaient sans laisser aucune trace. Pas de vêtements, pas de sac, rien. Et les parents, souvent débordés, accusaient les mauvaises fréquentations ou soupçonnaient les voisins. Mais dans la cour, les enfants parlaient d'une autre chose.
une ombre qui rôdait, un vieux sac qui remuait tout seul, et des bonbons au goût amer qui vous rendaient tout bizarre, comme si le monde tournait à l'envers. Ismaïla décida ce jour-là d'aller voir par lui-même. Après les cours, il fit semblant de rentrer à la maison, mais rebroussa chemin en douce pour s'approcher de la vieille école abandonnée. Il se faufila dans un coin discret et attendit. Le soleil tombait doucement, les ombres s'allongeaient, et l'odeur de poisson frit des vendeuses du soir se mélangeait à la poussière du sable chaud. Puis, il le vit. Le vieux était là, immobile, dos tourné. Il semblait parler doucement, seul, mais quelque chose dans son attitude était glaçant. À ses pieds, un vieux sac de jute bougeait par à-coups. Un couinement étouffé s'en échappa. Le sang d'Ismaïla se glaça. Il vit le vieux ouvrir le sac un instant. 2 petites souris s'en échappèrent. Mais il les rattrapa avec une rapidité incroyable et les jeta de nouveau à l'intérieur. Ensuite, il sortit une poudre violette d'une petite boîte et la souffla dans le sac. Ismaïla faillit crier, mais il recula doucement, tremblant. Il avait vu assez pour comprendre une chose. Ces souris n'étaient pas ordinaires, et le vieux n'était pas un simple fou. C'était autre chose. Un être étrange, dangereux. Et il utilisait les enfants pour quelque chose de sinistre. Ismaïla courut chez Monsieur Ndiaye. Il fallait prévenir quelqu'un. Et vite. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le vieux l'avait vu et qu'il n'aimait pas qu'on l'observe. Ce soir-là, Wakam semblait différente. Pas de tambour, pas de rire dans les ruelles. Même les chiens paraissaient nerveux. Ismaïla, enfermé chez lui, racontait tout à sa mère, mais elle lui répondit qu'il devait dormir et cesser de traîner autour de cette vieille école. Pourtant, elle sentit dans son regard quelque chose de sérieux, de grave. Alors, elle appela discrètement Monsieur Ndiaye pour lui dire qu'il était agité depuis 2 jours. De son côté, l'instituteur ne ferma pas l'œil de la nuit. Il relissait les notes prises avec Ismaïla, recoupait les heures de disparition avec les jours de présence du vieux, et une réalité effrayante prenait forme. Le vieux ciblait les enfants seuls, leur offrait un bonbon, puis les suivait jusqu'à une ruelle déserte ou un coin reculé. Et ensuite, plus rien. Il décida de parler à un vieil ami, un gardien de nuit nommé Doudou, qui connaissait chaque recoin du quartier. Doudou, un homme d'une 60aine d'années, avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Quand Monsieur Ndiaye lui parla du vieux au sac de jute, il pâlit. Ce type-là, je l'ai vu il y a des années, moi. Même chapeau, même sac, toujours autour des enfants. Et puis un jour, il a disparu. T'es sûr que c'est lui? Monsieur Ndiaye hocha la tête. Doudou alluma une cigarette et murmura. Si c'est vraiment lui, tu joues avec le feu. Il y a des gens qui pactisent avec ce qu'on ne voit pas. Pendant ce temps, dans une maison proche de la plage, une autre disparition venait de secouer le quartier. Un garçon de 10 ans, petit cousin d'Ismaïla, n'était pas rentré. Il avait été vu pour la dernière fois en train de mâcher un bonbon rouge, juste derrière l'école. La panique commençait à s'installer. La mère criait dans les ruelles, les voisins s'étaient réunis, mais personne n'avait rien vu. Ou plutôt, personne n'osait parler. Ismaïla, lui, avait pris une décision. Il ne voulait plus attendre. Avec une petite lampe torche, il retourna près de la vieille école abandonnée après minuit. Il savait que c'était dangereux, mais quelque chose l'attirait là-bas, comme une voix silencieuse dans sa tête. Il se glissa entre les serbes hautes jusqu'à l'arrière du bâtiment. Et là, il vit ce qu'il n'aurait jamais cru voir. Une 12aine de bougies étaient allumées en cercle. Au centre, une vieille pierre gravée. Et autour, des petites cages faites de fils métalliques rouillés. Dedans, des dizaines de souris étranges, trop calmes, aux yeux presque humains, aux mouvements trop lents. Certaines portaient encore des objets d'enfants. Une barrette, un élastique de cheveux,
un petit morceau de lacet. Et dans l'ombre, une voix rauque récita lentement des paroles dans une langue oubliée. Le vieux était là. Il tenait un morceau de tissu dans une main et une cuillère d'un liquide noirâtre dans l'autre. Ismaïla recula, mais sa lampe tomba et roula contre une pierre. Le bruit résonna. Le vieux se figea, puis il leva lentement la tête, droit vers lui. Ismaïla courait. Son cœur battait si fort qu'il croyait entendre ses propres pulsations résonner dans sa tête. Il n'osa pas se retourner. Il savait que le vieux l'avait vu. Il avait perçu son regard, ce regard noir, profond, inhumain. Un regard qui semblait le traverser comme un couteau invisible. Il dévala la ruelle menant au marché, zigzagant entre les bacs à poissons, les chaises renversées, les chats errants. Son souffle était court, ses jambes tremblaient. Il arriva chez lui trempé de sueur, tambourina à la porte. Sa mère ouvrit aussitôt, affolée. Mais il ne dit rien. Il se contenta de lui dire qu'il avait eu peur d'un chien errant. Il ne pouvait pas lui raconter ce qu'il avait vu. Pas maintenant. Il savait que le vieux ne frapperait pas de suite. Pas comme ça. Il attendrait. Il choisirait son moment. Et il reviendrait. Le lendemain, à la première heure, Ismaïla retrouva M. Ndiaye dans une ruelle discrète, à 2 rues de l'école. Il lui raconta tout. Les cages, les bougies, les souris aux yeux étranges. Le rituel. Et surtout, ce regard. L'instituteur le crut. Il n'en douta même pas. Ensemble, ils prirent une décision. Il fallait tendre un piège au vieux. S'ils attendaient encore, d'autres enfants allaient disparaître. Le plan fut simple, mais risqué. Ismaïla jouerait l'appât. Il sortirait seul de l'école à midi, l'air détendu, comme s'il n'était au courant de rien. Mais il porterait un petit micro, connecté au téléphone de M. Ndiaye, qui l'observerait à distance avec Doudou, le gardien. Si le vieux approchait, ils interviendraient immédiatement. La police locale, souvent débordée, avait été discrètement prévenue, mais sans preuve solide. Ils ne faisaient rien. Ce serait donc à eux d'agir. À midi pile, le portail grinça. Ismaïla sortit, son sac sur l'épaule. Il marcha lentement dans la rue, s'arrêtant pour jouer avec des cailloux, comme un enfant qui traîne. Et, comme prévu, le vieux apparut. Il semblait surgir de nulle part, comme s'il avait fondu dans les murs. Il portait le même manteau, le même sac, le même chapeau. Il s'approcha lentement d'Ismaïla, puis tendit la main. Un bonbon rouge brillait entre ses doigts. Le cœur d'Ismaïla faillit exploser. Mais il resta calme, tendit la main, prit le bonbon. Il regarda l'homme droit dans les cieux, sans ciller. À cet instant, le vieux murmura quelque chose d'inaudible. Une phrase dans une langue étrange, comme un sifflement. Puis il tourna les talons et s'éloigna, lentement. Monsieur Ndiaye, à l'angle de la rue, se figea. Il ne l'a pas suivi. Il l'a marqué. Ce soir-là, Ismaïla trouva un objet étrange, posé devant leur porte. Un petit collier en ficelle tressée, avec une dent de rat attachée au bout. Sa mère, en le voyant, hurla et le jeta dans le feu. Mais Ismaïla comprit une chose. Le vieux avait compris qu'il était piégé. Il ne prendrait pas le risque d'agir à nouveau de la même manière. Il changerait de méthode. Il devenait plus dangereux. La nuit qui suivit fut la plus longue qu'ait connue le quartier de Wakam depuis des années. Les enfants restaient à l'intérieur. Les portes étaient de bouclés. Et même les vendeuses d'Ataya avaient remballé plus tôt que d'habitude. Une peur silencieuse s'était installée dans l'air. Les regards se méfiaient. Les rues semblaient vides. Mais quelque chose rôdait. Quelque chose que même les adultes n'osaient plus ignorer. Ismaïla ne dormait pas. Depuis qu'il avait reçu ce collier étrange, il savait que le vieux allait agir. Et pas dans un coin discret cette fois. Il allait faire un dernier rituel, un sacrifice plus grand, plus puissant. Il en était sûr. Et si ce n'était pas lui, ce serait un autre enfant.
Alors il reprit contact avec M. Ndiaye, qui rassembla discrètement une poignée de jeunes hommes du quartier. Parmi eux, Doudou et 3 anciens élèves. Tous croyaient Ismaïla désormais. C'est un chat noir blessé, errant dans la rue, qui les mit sur la piste. L'animal miaulait avec insistance devant la vieille école abandonnée, grattant la porte avec une agitation étrange. Doudou, qui avait toujours cru aux signes, murmura « Il est là. Ce soir, il va faire quelque chose. » Alors, ils décidèrent d'agir. À la tombée de la nuit, ils se cachèrent autour du bâtiment, certains dans les arbres, d'autres dans les recoins sombres. Ismaïla, contre l'avis de tous, insista pour rester. Il voulait voir. À minuit pile, un chant sourd monta de l'école. Un murmure grave, ancien, guttural. Ils virent alors une lumière rougeâtre traverser les interstices des murs fissurés. Quand ils s'approchèrent, ce qu'ils virent les figea. Le vieux, debout au milieu d'un cercle de feu, brandissait un couteau étrange. Devant lui, 3 petites cages contenant des souris aux yeux humains, agitées, paniquées. Sur une table basse, un livre ouvert, aux pages noircies par le temps, contenait des symboles incompréhensibles. Le vieux leva le couteau. Il prononçait des mots qu'aucun d'eux ne comprenait. Mais le mal semblait palpable. Il toucha l'une des cages, et la souris à l'intérieur poussa un cri. Un vrai cri d'enfant, transformé, aigu, effrayant. Ismaïla faillit s'évanouir. C'était donc vrai. Ces enfants étaient toujours conscients, même sous cette forme. Il n'y avait plus de doute. Monsieur Ndiaye bondit en premier, renversant une cage en criant « Maintenant !» Les jeunes sortirent de leur cachette, encerclant le vieux. Celui-ci recula, surpris. Il hurla un mot étrange, et le feu s'éteignit d'un coup. Une fumée noire envahit la pièce. On entendit des cris, des bruits de course, des cages renversées. Le vieux tenta de fuir, son sac à la main. Mais Doudou, d'un coup de bâton bien placé, le fit tomber net. Quand la fumée se dissipa, le vieux était à terre, inconscient. Autour de lui, les cages brisées laissaient s'échapper des souris, ou plutôt, ce qui avaient été des enfants. Une d'entre elles, la plus lente, se mit à trembler. Puis, dans un grondement sourd, elle se transforma devant leurs yeux. Les poils disparurent, les membres s'allongèrent, les traits changèrent, et une petite fille apparut, nue, en pleurs. C'était Aïcha. Il venait de briser le sort. Le matin suivant, le soleil s'éleva lentement sur Ouakam, mais ce jour-là, sa lumière semblait différente, plus lourde, comme chargée de tout ce que la nuit venait de révéler. Le quartier, encore sous le choc, se réveillait avec une nouvelle incroyable. Les enfants disparus avaient été retrouvés. Certains, encore transformés, furent lentement ramenés à leur forme humaine grâce aux pages arrachées du grimoire du vieux, que M. Ndiaye avait étudié toute la nuit, avec l'aide d'un imam du quartier. Le vieux fut arrêté et emmené par la police. Il ne parle pas. Jamais. On découvrit qu'il n'était enregistré nulle part, sans identité, sans passé connu. Son sac contenait des objets terrifiants, des mèches de cheveux d'enfant, des os gravés, des fioles de liquides épais. Le plus glaçant était un carnet noir où des dates et des prénoms étaient notés. Une longue liste, trop longue. Ismaïla, devenu un héros malgré lui, fut salué par tout le quartier. Mais il restait silencieux. Il n'était pas fier. Il avait vu l'horreur de près. Il avait vu ses camarades hurler enfermés dans de petites cages, suppliant du regard. Il savait que ce genre de choses ne devrait jamais arriver. Et que cela ne serait jamais arrivé si les adultes avaient écouté plus tôt. Monsieur Ndiaye réunit tous les parents à l'école quelques jours plus tard. Il parle longuement. Pas de magie, pas de marabout. Il parla de vigilance, d'attention, de l'importance d'écouter les enfants, de les surveiller,
de leur apprendre à dire non. Ce n'est pas un monstre qui a failli voler vos enfants. C'est notre silence, notre insouciance. Nous avons tous une part de responsabilité. Les autorités promirent de mieux surveiller les alentours des écoles. Des affiches furent placardées dans tout Wakam. Ne prenez jamais rien d'un inconnu, même s'il sourit, même s'il paraît gentil. Les enfants, eux, avaient changé. Ils ne couraient plus seuls dans les ruelles. Ils marchaient en groupe, se tenant la main. Et lorsqu'on leur offrait quelque chose dans la rue, ils détournaient les yeux. Le vieux ne reparut jamais. En prison, il resta muet jusqu'au bout. Certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il s'est évaporé. Mais personne n'oublia jamais ce qu'il avait fait. Et à Wakam, les enfants répètent souvent une phrase à voix basse, en se regardant droit dans les cieux. Si quelqu'un t'offre un bonbon, demande toujours qui il est. Protégez vos enfants, car parfois, le danger a le sourire d'un bonbon. C'était la fin de notre histoire. À méditer et surtout, à transmettre.